Donc, bonjour tout le monde, il est 10 heures. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour ce webinaire sur le sujet de l'innovation durable. Euh, pour commencer, j'aimerais beaucoup remercier notre collègue Thierry Lefebvre qui travaille au Serment, qui a travaillé très fort sur l'innovation durable, donc l'initiative de l'innovation durable de façon globale, et qui a travaillé aussi très fort sur le webinaire. Donc, Thierry, merci infiniment pour tout ton travail. On est très heureux que tu fasses partie de l'équipe. Donc, sans plus attendre, on va débuter le webinaire qui se nomme Collaboration au sein des écosystèmes d'innovation et rétroaction des utilisateurs. C'est notre deuxième webinaire sur le sujet global de l'innovation durable. Le premier avait eu lieu en juin et était, dans le fond, le webinaire qui débutait l'initiative et qui mettait en vedette à ce moment-là Catherine Baudry et Isabelle Foisy. Catherine, donc, de Polytechnique, chaire 4.0, et Isabelle Foisy, la PDG de Québec Innove. Donc, je vous rappelle, pour ceux et celles qui sont en train d'arriver, que ce webinaire est enregistré. J'aimerais aussi vous informer du fait qu'on va être ensemble pendant à peu près 1 heure, donc de 10 heures à 11 heures. On va d'abord avoir une très courte présentation du CIROD et du Serment. Ensuite, on va avoir 3 minutes par panéliste. Donc, chaque personne va présenter son organisation et va répondre à une question clé. Par la suite, on va avoir un panel, donc un échange entre les panélistes avec animation de ma part pendant 25 minutes et ensuite, on va avoir un 15 minutes pour répondre aux questions des gens qui sont présents sur le webinaire. Donc, ce webinaire est une initiative du CIROD. On est un centre de recherche et de développement et de référence en opérationnalisation du développement durable. Notre mission, c'est d'accélérer la transformation de la société pour soutenir la transition socio-environnementale par l'innovation durable et la transdisciplinarité. Le CERMA, c'est le Centre de recherche sur les matériaux avancés de l'Université Laval, qui se consacre à des études fondamentales ou appliquées visant à développer une variété de matériaux qui vont bénéficier à la société québécoise. Je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant. Excusez-moi. Donc, Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à l'innovation durable, qui est une initiative de recherche du CIROD. C'est quelque chose qu'on a débuté au mois d'avril et c'est une initiative, en fait, qui fait partie de notre mission. Et au travers de cette initiative-là, donc, on fait une revue de littérature sur le sujet qui va d'ailleurs être présentée lors du Sommet de l'innovation durable le 14 et le 15 octobre. Donc, on vous invitera si vous êtes intéressé à faire partie de ce sommet. Et en fait, la définition avec laquelle on travaille aujourd'hui de l'innovation durable, donc c'est des nouveaux services, produits, processus ou pratiques issus du dialogue entre différents acteurs qui opèrent une transformation socio-écologique interdisciplinaire, structurelle et systémique visant à rendre la société compatible avec les limites planétaires et à assurer le bien-être humain et la résilience de la société. Donc, c'est un grand sujet. C'est quelque chose, comme j'ai dit, qui fait partie de notre mission et donc c'est un sujet qu'on souhaite absolument aborder. Et donc, aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là dans le cadre des écosystèmes d'innovation avec des acteurs du terrain, avec de la recherche et aussi avec des acteurs d'intermédiation. Donc, aujourd'hui, le panel se compose de professeur Pierre Blanchet, qui est membre du CIROD, qui est professeur titulaire du département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval et qui fait aussi partie de notre comité de direction au CIROD. Madame Helen Lensakis, qui est gestionnaire de produits chez Kruger. Madame Marie-Pierre Hyperciel, qui est présidente et directrice générale de Prima Québec. Et Sophie Michaud, qui est chargée des contenus et des projets en partenariat chez Communagir. Donc, comme je l'ai mentionné, on va commencer avec une petite présentation de 3 minutes par personne. Ce qu'on aimerait, dans le fond, savoir, c'est quelle est votre vision, la vision de votre organisation pour l'innovation durable ou les innovations durables
et comment vous voyez votre rôle dans l'instauration des innovations durables. Donc, je commencerai peut-être avec Pierre, comme tu es membre du CIROD et du Serment, si tu veux peut-être partir le bal. Merci, Luce. Alors, j'avais pas prévu partir le bal, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Dernière fois, j'étais arrivé en retard, donc j'avais été plutôt le dernier à se présenter. Il n'y a pas de souci. Alors, comme Luce le mentionnait, moi, je suis professeur à l'Université Laval. Je suis titulaire d'une chaire de recherche sur la construction éco-responsable en bois, qu'on nomme souvent sous l'acronyme CIRCERB. Je suis membre du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, membre du CERMA, membre de l'Institut EDS et, comme Luce l'a précisé, je suis membre du regroupement stratégique CIROD et en fait membre du comité d'administration, de direction du centre depuis 5 ans, peut-être 6, je ne me rappelle pas, ça fait un certain temps. Essentiellement, toute ma recherche se fait en mode partenarial, à quelques exceptions près. Donc, je suis toujours un petit peu à gérer cette relation entre les partenaires et la recherche universitaire. Personnellement, je travaille beaucoup avec les étudiants gradués. Certains profs font le choix de travailler avec des professionnels de recherche ou des postdocs dans leurs équipes. Moi, mon équipe est essentiellement constituée de candidats à la maîtrise et au doctorat parce que j'ai à cœur cette mission de formation de la relève en recherche. Évidemment, comme je fais beaucoup de recherche partenariale, mes étudiants gradués sont beaucoup exposés à mes partenaires, que ce soit sous forme de rencontres individuelles ou de rencontres de groupe. Donc, ils sont très rapidement sensibilisés à cette vision de l'industrie qui parfois est en accord avec la vision qu'on peut avoir à l'université, mais qui parfois n'est pas complètement en accord avec la vision qu'on peut avoir de la recherche à l'université. Et moi, je travaille très fort à essayer de trouver cet équilibre-là entre les intérêts d'un parti et de l'autre. Et souvent, je vais faire ça d'une façon un peu géométrique en essayant d'insérer finalement les besoins de mes partenaires dans les exigences académiques pour réaliser un diplôme de maîtrise ou de doctorat. Alors, l'innovation durable, j'y arrive. L'innovation durable, c'est évidemment très important à l'Université Laval. Je ne vais pas vous dire les politiques de l'Université Laval en cette matière parce que je ne les connais pas tous, mais je sais très bien que c'est un positionnement très fort de l'Université Laval. On fait partie de différents classements là, pour les universités qui s'impliquent en développement durable. Maintenant, moi, dans ma recherche au CIRCERB, l'aspect innovation durable, ça interpelle les 3 piliers du développement durable, le volet économique, le volet social et le volet environnemental. Et ça aborde toujours un ou plusieurs de ces 3 éléments-là à des niveaux différents. Parfois, pour atteindre les objectifs de développement durable en innovation, on doit aussi réussir à enlever certains verrous technologiques. Donc, parfois, c'est une façon d'aborder l'innovation durable sans être directement dedans, mais enlever un verrou technologique qui fait en sorte qu'on peut amener une solution durable par la suite. C'est aussi une façon pour moi de faire de l'innovation durable. Donc, innovation durable pour moi, économique, parce que je travaille avec des partenaires industriels. Donc, j'ai à cœur que la recherche qui est réalisée dans mon groupe puisse avoir des retombées dans la prospérité collective. Évidemment, comme ma chaire a un libellé sur la question de l'éco-construction, mais j'ai aussi un souci assez important face à l'impact environnemental des matériaux dans l'environnement de la construction. Et enfin, le volet social, pour moi, c'est beaucoup associé d'une part au confort de l'occupant des bâtiments, puisque mon objet de recherche, c'est le bâtiment, mais aussi
à toute l'intégration des ressources qu'on peut retrouver au Québec ou l'intégration possible des ressources qu'on peut retrouver au Québec et faire en sorte qu'on ait des filières liées à la construction qui sont robustes. Et je ne sais pas qui tu avais prévu, Luce, comme deuxième intervenant, mais je me permets de pointer du doigt Kruger, qui est une entreprise qui a quand même une grande tradition d'intégration de ses activités. Absolument, on peut poursuivre avec Helen. Et bonjour à tous. Alors, je m'appelle Hélène Lenzakis. Depuis 3 ans, je travaille dans le département de Kruger Biomatériaux comme gestionnaire de produits. Alors, c'est un département qui a débuté en 2013 par la construction d'une usine de démonstration à Trois-Rivières. Alors, notre objectif principal est la commercialisation des filaments de cellulose. Alors, c'est un biomatériau unique et durable dérivé de bois dans des applications papetières et non papetières. Alors, notre biomatériau peut remplacer les plastiques et la fibre de verre non recyclables dans des composites destinés à l'industrie d'automobile, d'emballage et de construction. Aussi, l'utilisation de notre biomatériau dans des produits de béton peut réduire l'utilisation du ciment et d'autres matériaux synthétiques et augmenter sa résistance et sa durabilité. Alors, tout ce que Kruger Biomatériaux entreprend est motivé par le développement durable et l'innovation. Alors, notre procédé mécanique de production de notre biomatériau est sans traitement chimique et sans effluent. On utilise de l'énergie renouvelable et notre rendement est de 100%. On est reconnu internationalement comme ayant une des plus grandes usines de production de nanocellulose de haute qualité au monde. Alors, on travaille fortement avec des partenaires industriels, universitaires, collégiales et des centres de recherche afin d'accélérer nos efforts de développement et de produire des procédés. Alors, un exemple de collaboration est avec Pierre Blanchet. On a travaillé sur des mousses biosourcées isolantes de haute résistance et des composites rigides. Un autre exemple de partenaire universitaire à l'Université de Sherbrooke avec qui on travaille dans le béton. On travaille aussi avec plusieurs industriels tout au long du chaîne d'apprivoisement. Comme, par exemple, dans les composites de plastique, on travaille avec une entreprise qui est spécialisée dans le compounding des composites de plastique. Puis aussi, on travaille avec une entreprise qui fait de l'injection de moulage pour fabriquer des pièces d'automobile. Merci beaucoup, Hélène. Je demanderai à Mme Perciel de poursuivre. Merci Luc, merci Pierre et Hélène. Bonjour à tous, Marie-Pierre Hyperciel, je dirige Prima Québec, qui est le pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés. Notre mandat, rapidement, est justement d'animer et de soutenir cet écosystème-là que l'on positionne, vous vous en douterez bien, comme un moteur d'innovation et de croissance pour le Québec. Par l'accompagnement de nos conseillers, mais aussi par le financement que l'on offre, on contribue en fait à stimuler la compétitivité des entreprises québécoises en leur permettant justement de profiter de l'expertise en recherche. Alors, la mise en réseau, l'approche partenariale fait vraiment partie intégrante là, de notre ADN. Alors, typiquement, nos conseillers rencontrent des entreprises, vont comprendre leurs besoins et ça leur permettra en fait d'identifier mieux l'expertise qui leur permettra dans le cadre de projets, non seulement d'accroître leur valeur ajoutée, mais aussi éventuellement de se démarquer sur les marchés. Je pense que c'est intéressant concrètement de vous dire qu'au cours des 5 dernières années, on a soutenu plus de 70 projets d'une valeur totale de 60 millions de dollars. De ces 60 millions-là, on a pu, nous, en injecter, grâce au ministère de l'Économie et de l'Innovation, 17,4 millions. CRSNG en a investi 17,6 millions. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça a pu générer près de 25 millions de dollars d'investissement industriel en R&D. Alors, au-delà de l'accompagnement et du financement que l'on offre, j'ajouterais, et puis ça fait écho aux propos que Pierre a évoqués tout à l'heure, ça nous a permis de financer le financement de 80 étudiants à la maîtrise,
plus de 180 étudiants au doctorat et post-doctorants. Donc, ces étudiants-là, non seulement ce sont un des meilleurs véhicules de transfert, mais aussi c'est du talent, de la main-d'œuvre qualifiée pour le milieu industriel. Pour en revenir au contexte qui nous réunit aujourd'hui, évidemment, Prima reconnaît l'importance et la pertinence de l'innovation durable. La lutte au changement climatique, la décarbonisation de l'économie, la croissance de la demande en énergie ou encore l'approvisionnement encore plus important en ressources naturelles sont, par exemple, des tendances lourdes que l'on a pu observer et qui sont susceptibles d'avoir en fait une importance prépondérante sur la demande de matériaux avancés. D'ailleurs, concrètement, on participe avec d'autres organisations similaires à Prima, comme le CRIBIC, Innover, à déployer le programme Innovaire, qui est un programme qui permet de soutenir financièrement des projets dont la finalité sera justement la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Donc, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant de démontrer, c'est que, de valoriser, c'est que la société va être au cœur de l'écosystème d'innovation pour lequel les matériaux avancés sont interpellés. Alors, dans ce contexte-là, comme dans l'autre contexte qui est plus notre core business, on va vraiment accompagner la mise sur pied de projets et les soutenir, des projets qui, dans le fond, vont mettre en relation différents acteurs au profil varié et qui vont, à notre avis, contribuer à opérer véritablement là, une transformation qui va de plus en plus tenir compte des ressources qui sont limitées, mais aussi de l'importance du bien-être de la société en général. Merci. Merci beaucoup. C'était très complet, puis vous avez des retombées vraiment impressionnantes. Merci beaucoup. Donc, je demanderai à Sophie de poursuivre. Oui, bien bonjour, Sophie Michaud. Donc, je suis chargée des contenus et des projets en partenariat, là, comme le disait Luce, à Communagir. Donc, Communagir, sa mission, c'est de faire en sorte que les collectivités du Québec soient en mesure de mener les changements qu'elles jugent nécessaires à leur développement collectif, donc entendre un développement plus juste, équitable et durable, justement. Donc, nous, on travaille vraiment de première instance avec des démarches collectives, donc des acteurs dans les communautés qui souhaitent agir ensemble pour relever des défis auxquels ils font face. Donc, pour accomplir cette mission-là, on fait du soutien direct à ces démarches collectives-là par de l'accompagnement à certains moments des acteurs dans soit de l'analyse de leur milieu, de la priorisation, des plans d'action, de l'évaluation. Puis c'est dans différents milieux, tu sais, on est en faveur d'un développement intégré des territoires, mais souvent on va travailler beaucoup avec des acteurs sociaux, des municipalités, puis des acteurs de la culture, puis de l'environnement, là, tu sais, notamment la transition écologique qui préoccupe tous. Donc, ces arrimages-là se font souvent à l'échelle des localités, des régions. Donc, il y a vraiment le volet d'accompagnement de processus qui sont favorables au travail ensemble, puis je dirais à l'innovation en général. Puis à une autre échelle, bien, on coordonne puis on participe à des projets partenariaux avec des partenaires de recherche, d'autres organisations nationales qui font partie justement de cet écosystème-là de soutien des démarches collectives un peu partout au Québec. Donc, on cherche à la fois à documenter, mieux comprendre, diffuser des pratiques qui favorisent l'agir ensemble, mais aussi travailler sur les conditions qui sont favorables à ce développement collectif-là, puis à la mise en commun des forces, je dirais, sociales, mais aussi, tu sais, qui sont aussi très, très proches des conditions qui permettent et soutiennent l'innovation. Donc, à travers tout ça, il y a beaucoup notamment de mobilisation de connaissances, tu sais, pour à la fois partager des pratiques, faire de la formation, mais aussi faire de la promotion des retombées de l'action collective, puis de la manière dont la mise en commun, justement, d'acteurs diversifiés peuvent générer de l'innovation puis des solutions, tu sais, toujours plus adaptées aux défis qui sont rencontrés dans les collectivités, là, quels qu'ils soient. Donc, justement, pour nous, l'innovation, bien, au centre, c'est l'innovation qui est générée par des acteurs qui se mettent ensemble et qui tentent de relever des défis auxquels ils font face dans leur territoire, leur collectivité.
Donc, non pas qu'il y a de l'innovation ailleurs, mais on va se concentrer sur celle-là pour aujourd'hui. Puis, tu sais, tout ce qu'une collectivité fait n'est pas innovant en soi, bien que des fois, ça soit nouveau pour cette collectivité-là, une nouvelle manière d'aborder un enjeu, une compréhension plus grande parce qu'on a mis plus d'acteurs autour de la table, une façon différente d'organiser ou de structurer l'action dans un territoire qui va être plus efficace, plus adapté, ou des fois dans des projets ou des initiatives qui vont vraiment être innovantes et qui vont aller répondre à des nouveaux besoins, tout ça. Donc, tu sais, des fois, c'est proche aussi de l'adaptation ou de l'amélioration. Fait qu'on est proche, tu sais, de l'innovation sociale, territoriale, puis l'innovation ouverte, tu sais, je dirais, par le fait que c'est la diversité des acteurs réunis ensemble qui génère cette innovation-là. Puis elle est durable pour nous dans le fait qu'elle est vraiment ancrée dans les besoins vécus des gens sur les territoires, dans les collectivités. Puis, comme c'est co-construit, bien, les acteurs qui ont participé à cette construction-là vont être porteurs après de l'innovation. Donc, on voit ça beaucoup plus périn et durable parce que ça reste généralement dans les collectivités, ces savoirs-là, ces savoir-faire-là ou ces projets qui ont émergé et qui ont permis à une collectivité là, de répondre à ces défis, quels qu'ils soient. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on va commencer le panel dans une minute. Donc, en gros, on a ici des acteurs qui font partie de l'écosystème d'innovation. Donc, on a une représentation des entreprises. On a évidemment la recherche universitaire. On a les collectivités ou les citoyens en la personne de Sophie, donc de Communagir. On n'a pas nécessairement l'État comme tel. Par contre, Prima peut peut-être représenter l'État dans ce cas-ci comme organisme d'intermédiation et de soutien au projet. Donc, je vais commencer en vous posant à toutes et tous une question. Vous l'avez un petit peu évoqué dans vos présentations, mais comment est-ce que vous voyez votre rôle dans l'écosystème d'innovation? Puis comment est-ce que l'écosystème peut vous aider à développer des innovations durables ou plus durables? Si tu permets, Luce, je dirais que, bon, d'une part, de là à dire que nous représentons l'État, je n'irai pas jusque-là, bien qu'on est quand même mandaté par le ministère. Je pense que notre rôle d'essayer de faire le pont entre des besoins industriels, l'expertise académique, c'est un peu là où nous, on est capable de jouer pleinement notre rôle. Et surtout, le financement de ces projets-là peut avoir un impact auprès de l'entreprise ou encore d'organisation. Je lancerai le bal un peu de cette façon-là. Je ne sais pas si Pierre peut rebondir là-dessus. En fait, c'est sûr qu'il y a un élément intéressant dans ta question, Luce, puis Marie-Pierre est allée directement établir le lien entre les universités et les besoins en innovation. Mais en amont, il faut se poser la question un petit peu, qu'est-ce que c'est que l'innovation? Parce que quand on parle d'innovation durable, le mot durable est assez bien défini. Hein? Il y a tellement eu de définition du développement durable, on est capable d'assez bien le situer. Lorsqu'on parle d'innovation, c'est vraiment un terme qui est constamment en mouvement. Il est en mouvement parce qu'une entreprise, qui pose un geste d'innovation, pourrait sembler pour une entreprise 2 être en retard, mais l'innovation, c'est la gestion du changement, c'est la gestion de la nouveauté, c'est emmener des nouveaux concepts. Alors, c'est toujours un peu particulier. Alors, comment on peut se situer comme chercheur académique dans un contexte d'innovation? Souvent, l'innovation, on associe ça à des grands mouvements là, qui sont qui sont en rupture avec la tradition, mais les innovations de rupture, hein, c'est une portion quand même assez restreinte des retombées de la recherche. Je dirais que beaucoup de l'innovation qu'on va générer dans le milieu académique est plutôt associée à des innovations itératives où on va essayer d'améliorer la situation. Alors, c'est sûr qu'en recherche partenariale, on va toujours jouer un petit peu sur ces deux tableaux-là où on va avoir des éléments de notre programmation de recherche où on va plutôt viser le grand coup, hein, la rupture. Puis, comme un portefeuille d'investissement, on va gérer notre risque en ayant aussi des projets de recherche qui sont orientés plutôt sur des itérations autour
de problématiques rencontrées par les industriels. Donc, moi, mon rôle dans cet écosystème-là de l'innovation durable, c'est un petit peu celui-là, c'est d'essayer de balancer finalement ce risque en recherche-là. Évidemment, tout ça, c'est dans un esprit de pérennité de la relation avec nos partenaires de recherche, parce que c'est souvent sur le long terme où on va réussir à avoir un impact plus important. Et ce long terme-là est très particulier à gérer parce que nous, surtout moi qui travaille surtout avec des étudiants gradués, mais j'ai des cycles de recherche qui sont beaucoup plus longs que les besoins immédiats de mes partenaires industriels. Et bon, là, on l'a vécu avec la pandémie, le contexte change tout le temps, les intervenants changent tout le temps. On est toujours en train de rebâtir cette relation-là pour maintenir finalement un rythme d'innovation avec nos partenaires. Bon, là, j'ai dérivé un peu, mais c'est pas grave. Non, mais c'est très intéressant parce que tu amènes différentes dimensions, en fait, qui doivent être équilibrées aussi si on prend la définition de l'innovation durable avec, disons, le soutien à la transition socio-écologique et même à la transformation. Marie-Pierre, je crois que vous alliez dire quelque chose. Oui, en fait, puis je pense que les propos de Pierre sont tout à fait intéressants. Puis je dirais que j'ajouterais aussi, on finance, oui, des projets avec le milieu universitaire, mais il y a aussi, puis quand on parle de la notion de la relation dans le temps, il y a aussi tout ce qui se fait dans les centres collégiaux de transfert de technologie. Ça peut être différent parfois, mais il y a aussi de l'innovation très plus itérative, comme l'évoquait Pierre. Ça, je pense que c'est intéressant. Et il ne faut pas oublier, sans aller toujours dans la définition de l'innovation, qu'elle soit durable ou technologique, peu importe, c'est un ensemble d'ingrédients qui fait qu'au final, on va aboutir quelque chose qui est soit une innovation, soit de procédé, de processus. C'est particulier à différents concepts, mais voilà, c'est un peu l'ajout que je voulais faire. Donc, vous parlez de différents ingrédients justement pour faire, on parlait d'innovation de rupture versus innovation incrémentale finalement. Quels seraient, disons, les besoins, vos besoins à l'intérieur de l'écosystème pour contribuer justement à des innovations durables qui vont soutenir une transition socio-écologique? Est-ce que c'est de l'expertise? Est-ce que ce serait des partenaires ou des partenaires différents? Est-ce que ce serait des réglementations qui seraient légèrement différentes, des incitatifs financiers? Qu'est-ce que vous pourriez identifier? Puis là, je pose vraiment la question à tous les membres du panel. Quels sont vos besoins là, pour contribuer à des innovations durables? C'est clair que la réglementation, pardon, spontanément, la réglementation va souvent avoir un effet qui va stimuler le besoin de répondre à des enjeux. Les plus grands émetteurs de GES, ils n'ont pas le choix parce que plus de 25 000 tonnes, par exemple, vous êtes tenus de. La réglementation est importante. Est-ce qu'on pourrait aussi ajouter le facteur de l'exemplarité, le rôle des marchés publics? Je lance ça sur la table. Je pense que ça aussi, ça a un impact important pour stimuler l'innovation durable. Je m'excuse, tu peux aller. Bien, en fait, ça répond un peu à la question du rôle et à la fois de certains éléments, mais tu sais, de notre côté, tout ce qui est justement l'accompagnement de processus qui permettent d'agir ensemble et d'innover, bien, tu sais, on réalise bien que c'est les mêmes éléments, tu sais, quand on s'est parlé, que ce soit technologique, que ce soit vécu dans les communautés, justement des ingrédients, tu sais, comme la capacité d'avoir des relations qui sont durables, des relations de confiance, le fait d'avoir de la place à l'expérimentation, du soutien pour des contextes, tu sais, justement, où on se permet une marge d'erreur, puis de distinguer ce qui est, mettons, peut-être par rapport aux entreprises ou aux communautés, ce qui est la base, puis ce qui est une capacité qu'on se donne à aller plus loin. Ça prend des gens qui ont du temps, ça prend des gens qui sont bien soutenus, qui ont la capacité déjà d'assurer leur mission de base pour être capable d'aller plus vers l'expérimentation. Puis nous, ce qu'on réalise, tu sais, des fois, on dit aider, des fois, c'est ne pas nuire. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tout change constamment, que les programmes sont rigides, sont très sectaires,
la collaboration intersectorielle, ben, elle est difficile. Puis quand on change constamment les structures, tu sais, et les échelles d'intervention, c'est pas évident non plus. Donc, on essaye, c'est noble et vertueux, mais tu sais, c'est sûr que plus d'ouverture, plus de flexibilité, moins de rigidité, puis aussi d'essayer de se garder des fois un peu plus de continuité entre différentes mesures, que ce soit en réussite éducative, que ce soit sur la manière dont on aborde le développement des territoires, parce qu'il y a beaucoup de ruptures. Bien que la rupture soit des fois propice aux innovations, c'est pas la condition toujours nécessaire et en tout temps, là. Donc, voilà. Hélène, je crois que tu voulais intervenir. Oui. Alors, l'innovation est très importante pour Kruger. Pour nous, de demeurer compétitif, il faut qu'on innove constamment. Et l'innovation doit être à chaque niveau, alors au niveau individuel, au niveau d'équipe et au niveau organisationnel. On a nos propres activités de recherche et développement, mais on a besoin d'un écosystème. Alors, Marie-Pierre a mentionné les centres de transfert technologique. On travaille énormément avec eux. Un exemple, Innofib, qui est un centre d'innovation pour pâte et papier. On travaille beaucoup avec eux pour développer nos produits, nos procédés, pour accélérer notre commercialisation. On a besoin de l'expertise, on a besoin d'idées, on a besoin aussi de personnel qui est hautement qualifié, qui est aussi axé sur des résultats, puis sur la commercialisation, qui connaissent aussi le marché et connaissent les produits, puis aussi le marché. Alors, on a besoin aussi de l'État. On a besoin aussi que l'État supporte nos efforts aussi avec des subventions. On a besoin de la réglementation afin de pousser l'innovation durable. Un exemple, c'est les plastiques à usage unique. Alors, lorsqu'ils ont interdit ça dans les épiceries, ça a poussé l'industrie à changer. Puis, c'est clair que nous, on veut remplacer aussi les plastiques avec nos filaments de cellulose. Alors, ces types de réglementation nous aident à pousser aussi notre produit et notre produit qui est plus durable et mieux pour l'environnement. Si je peux me permettre, Luce, il y a quelques éléments qui ont été énoncés qui m'interpellent un petit peu. Hein. Évidemment, Hélène faisait référence à la question d'une certaine rentabilité à travers l'innovation, puis je pense que c'est extrêmement important. Puis Marie-Pierre nous mentionnait la réglementation et l'exemplarité au niveau gouvernemental. Et tout ça, pour moi, c'est rattaché ensemble. Puis, bon, évidemment, comme mon objet d'étude, c'est le bâtiment et le secteur de la construction, j'ai en tête ce qui a été fait au niveau de la construction en bois dans les bâtiments où on a fait, le gouvernement s'est imposé à travers la Charte du bois un devoir d'exemplarité. C'était extrêmement complexe, puis je peux vous dire que ça continue d'être un combat. Il y a un comité interministériel qui continue de travailler là-dessus. Par exemple, pour les écoles, les maisons des aînés. Puis là, je ne vous parlerai même pas des hôpitaux parce que, évidemment, c'est que le bois est personnellement non grata, alors qu'on sait qu'au niveau de la récupération des gens, ça crée des milieux de vie qui sont beaucoup plus agréables et que ça aide au rétablissement des gens. Mais bon, disons que ce devoir d'exemplarité-là est important. Puis au Québec, je pense que l'État peut devenir un moteur en donnant l'exemple parce que quand on donne l'exemple au Québec, on peut aussi rayonner à l'international et contribuer à ce qu'il y ait des changements durables aussi à l'extérieur de nos frontières. Maintenant, au niveau de la réglementation, moi, je suis toujours un petit peu choqué de voir qu'on ne s'attarde pas plus à la question du bâtiment, puis pas parce que les autres problèmes sont pas importants, mais c'est convaincre toute une société de passer de la voiture au transport en commun, c'est costaud.
Mais convaincre toute une société de mettre une membrane biosourcée dans son mur au lieu d'une membrane pétro-sourcée, ils ne voient pas la différence, en autant que le matériau fasse le même travail. Alors, les gains sont faciles à faire au niveau de l'acceptabilité sociale, et c'est là où je pense que le gouvernement peut jouer un rôle important, c'est-à-dire d'avoir des réglementations qui vont dire, ben moi, par mètre carré de mur, je vais accepter maintenant une énergie de transformation, une énergie grise, une énergie intrinsèque des matériaux de X. Puis, vous allez concevoir à partir de maintenant sur cette base-là. Et là, ça peut devenir un moteur de développement de nouveaux matériaux qui vont contribuer à amener une innovation durable parce qu'au final, on va réduire l'empreinte environnementale de notre parc immobilier. Puis on sait très bien que le transport, le bâtiment, ce sont effectivement des grands secteurs qui sont très émetteurs de GES sur lesquels on doit travailler justement pour atteindre les cibles du Québec. Donc, j'ai entendu beaucoup l'exemplarité, donc l'exemplarité des différents acteurs et actrices de l'écosystème, mais aussi de l'État. J'ai entendu que les expérimentations à l'intérieur de l'écosystème, c'est quelque chose d'important, la souplesse aussi. J'ai entendu que les différents incitatifs, il y a une certaine importance, mais aussi le talent et donc la créativité des gens. Puis je pense que c'est quelque chose peut-être qui unit un peu tout le monde ici autour de la table, c'est justement les fameux PHQ, là, le personnel hautement qualifié, qui vont transiter à travers les universités, à travers les centres de recherche, qui vont être aussi des citoyens et citoyennes dans les communautés. On a parlé des différents besoins, j'allais dire en temps normal, mais disons qu'il y a un nouveau normal qui est en train de s'installer. Puis donc, j'ai envie peut-être d'amener la conversation autour de la situation liée à la pandémie, justement. Donc, c'est sûr que ça a bousculé énormément les façons de faire, ça a bousculé les activités de toutes les organisations, de tous les secteurs. Puis j'ai envie de vous demander, la situation actuelle, est-ce que pour vous, c'est une opportunité de modifier votre approche en recherche et développement? Si oui, à quel niveau? Puis sinon, pourquoi? Je vais débuter. En fait, la pandémie, ça a été très intéressant, que ce soit pour Prima comme organisation, mais aussi pour le secteur que l'on couvre. Je vous dirais d'emblée, là, le secteur que l'on couvre, pour eux, 60% des entreprises là, du bassin que l'on a sondé, pour eux, ils se voyaient, ils se positionnaient très bien dans le futur. Donc, pour eux, c'est effectivement une occasion de développement. Donc, ils ont vu ça de cette façon-là. 30% voyaient quelques problèmes, évidemment, liés à des fournisseurs. Puis, je vous dirais que pour le reste, c'était business as usual. Fait que ça, très intéressant de voir que des entreprises qu'on a sondées, ce n'est pas, par exemple, la situation que l'on voit à l'heure actuelle, par exemple, dans l'aérospatiale, par exemple. De notre côté, ce qui a été super stimulant, c'est que, et vous avez peut-être entendu parler, au mois d'avril, mai, même juin, il y a eu un appel à solutions, en fait, pour lutter contre la pandémie qui a réuni le FRQ, plusieurs RSRI comme le nôtre, CQDM, MedTech, Prompt, Transmedtech, Ivado y était aussi, où là, on a vraiment fait appel très rapidement à des solutions dans la communauté et ça a été hyper stimulant parce qu'en l'espace d'à peu près moins de 2 mois ou même 1 mois et demi, ça a été entre 700 et 800 solutions qui ont été soumises. Évidemment, elles n'ont pas toutes été retenues à court terme parce que là, on avait besoin de répondre très rapidement à certains enjeux. Et ça a été très fascinant de voir comment ce contexte-là a permis aux gens d'être très, très agiles. Alors, je pense que cette agilité-là, il faut être capable de la réutiliser et peut-être qu'elle soit chronique, si je puis dire. Mais ça a été très enrichissant et je pense qu'effectivement, c'est source d'opportunités là, pour le secteur. Oui, exactement. Alors, Kruger, on a vu ça aussi comme une opportunité à développer aussi des nouveaux produits et des nouveaux partenariats. Par exemple, dans les masques. Alors, on a eu un partenariat avec la société Pulp Molded Products. Puis, alors, on a fourni la pâte afin d'avoir des masques qui sont compostables.
Puis on travaille justement sur ce projet de masques. On travaille aussi sur d'autres projets reliés à la COVID, par exemple des lingettes désinfectants et aussi le liquide désinfectant. Puis on voit ça toujours, on voit le COVID comme une opportunité. Puis ça nous a pas trop affecté en termes de business. C'est clair qu'il y avait quand même des changements liés au COVID, mais en général, on a quand même bien sorti de cette situation. Donc, vous avez des nouveaux, si je comprends bien, vous avez des nouveaux débouchés ou c'est des produits qui existaient déjà ou qui étaient dans le pipeline ou c'est complètement nouveau? C'est complètement nouveau. On n'avait jamais travaillé sur des masques parce qu'il n'y avait pas le marché, il n'y avait pas l'intérêt, mais c'est clair, avec le COVID, ça a devenu une opportunité pour nous. De mon côté, moi, ta question était posée avec oui ou non. Alors, je vais dire oui. Non, parce que dans le bâtiment, tout est extrêmement rigidement normalisé. Alors, la dimension opportunité n'a pas exactement la même étincelle que dans d'autres secteurs. Par contre, oui, parce que ça a forcé quand même une réflexion. On a vu, comme on l'a vu un peu dans toutes sortes de filières, mais dans le bâtiment, on a vu aussi des ruptures des chaînes d'approvisionnement et bon, toute cette dépendance peut-être à des chaînes d'approvisionnement externes pour certains produits, évidemment, ont emmené une réflexion plus en profondeur là, sur la question de l'autonomie au niveau des matériaux pour l'industrie de la construction. L'industrie de la construction, c'est la première que le gouvernement a relancée, essentiellement parce qu'elle fait tourner l'économie interne. Puis, lorsqu'on ajoute à cette économie interne-là de construction tout le secteur manufacturier des matériaux de construction, et là, on a un apport aussi associé à l'exportation. Donc, elle est très importante sur deux volets de l'économie québécoise. Mais c'est ça, la pandémie a vraiment, pour moi, amené une réflexion sur toute la question de notre autonomie en termes de matériaux de construction, notre capacité à s'auto-suffire. Et je sais que c'est une réflexion qui s'est faite là, dans plusieurs secteurs. Hélène mentionnait les masques puis les lingettes. C'est évident que du côté médical, on a constaté les faiblesses de notre système. Donc, ma réponse, elle est un petit peu partagée à cause de ça. Puis, est-ce que, peut-être, Pierre, tu pourrais parler un petit peu de comment est-ce que ça a pu affecter le côté purement recherche, là, au niveau des étudiants et tout ça? Je sais qu'il y a eu quand même des impacts. Bien, au moment où je vous parle, Zoom, Teams, WhatsApp, Skype sont allumés sur mon ordinateur. Alors, ça a certainement changé nos façons de faire. On a dû réviser certains projets un petit peu, changer des échéances. L'accès au labo a été limité un certain temps. Mais je dirais que le plus gros changement, c'est cet automne que moi, je le vis en tout cas. J'ai 8 nouveaux étudiants gradués qui commencent en septembre. De ces 8-là, j'en ai 6 qui sont partout à travers la planète. Donc, ils commencent à distance. J'en ai au Chili, en Iran, en Turquie, en France, en Belgique, au Chili. Donc, c'est une dimension assez particulière là, d'ajustement de la recherche parce que, évidemment, quand on est dans les matériaux comme moi, je travaille, la question des travaux en laboratoire, là, c'est central. Donc là, on fait le pari que pour cette session-ci, ils seront capables d'avancer le volet un petit peu plus académique, scolaire de leur parcours et qu'en janvier, ils vont être avec nous pour commencer à faire du labo. Mais c'est un gros pari quand même, là. Mais j'ai été obligé parce que j'avais énormément de pression par un de mes bailleurs de fonds. Prima me mettait le couteau sur la gorge pour que je lance des travaux avec Kruger. Donc, je n'ai pas eu le choix de commencer à distance.
Ah, désolée, je te dirai pas d'où vient ma pression, mais je pense que c'est un fait qui est important. Tu sais, les laboratoires, entre autres, ont été fermés, puis à juste titre. Alors, il y a beaucoup de projets qui ont pris du retard, tu sais, puis ça, c'est une réalité avec laquelle on doit composer. Donc, justement, dans ce contexte-là, tu sais, si on revient vraiment, parce qu'on parle beaucoup d'innovation en général, mais dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut faire avancer des questions de durabilité et donc d'innovation durable dans le contexte actuel? Comment vous voyez ça? Ben moi, je prendrais peut-être la balle au bon là, pour dire que, tu sais, dans les collectivités, la COVID, là, ça a quand même fait un, un coup assez incroyable. Là. Notamment, il y a des enjeux qu'on connaissait depuis longtemps qui ont refait surface de manière significative. Tu sais, dans un quartier de Montréal, l'offre, tu sais, la demande de dépannage alimentaire, elle a bondi là, de 300%. Donc, c'est sûr que au niveau de la collaboration intersectorielle, c'est venu mettre de la pression, notamment par le fait qu'on ne peut pas nécessairement se rencontrer. Puis je dis collaboration intersectorielle, c'est aussi avec le citoyen. Fait que c'est de recréer ces espaces-là pour être capable d'aborder encore les défis aussi criants de manière collective pour répondre aussi de manière justement collective, durable, puis de façon efficace, parce que si tout le monde prend des ballons puis fait sa petite affaire, ça fait longtemps que tout le monde sait que ça a ses limites. Mais après ça, comment collaborer efficacement? Tu sais, ce qu'on a vu beaucoup, tu sais, puis j'imagine que dans le milieu des entreprises peut s'observer aussi, des fois, les gens étaient sur des visions de territoire, 3 ans, machin, ils ont mis ça un peu de côté, ils ont dit, bon, là, comment on adresse vraiment les enjeux du moment? Fait que ça crée des façons de faire qui sont intéressantes aussi. Puis des fois, la réponse innovante, c'est low-tech. Pour aller rejoindre des citoyens, c'est le fun. Là, vous et moi, on a tout Internet haute vitesse, puis tout, puis on n'est pas, on n'a pas d'enjeu de littératie ou tout ça. Mais des fois, ça a été de reprendre le téléphone. Il y avait beaucoup d'approches qui se faisaient sur le terrain pour aller voir des citoyens dans des cadres, genre dans des centres d'achat, tout ça. Là, on ne pouvait plus le faire. Donc, il y a eu toute une intelligence collective qui a dû se mobiliser pour dire, OK, quand ils viennent chercher du dépannage alimentaire, là, ils sont seulement une famille, c'est une personne. Donc, ça a été de recréer des façons aussi d'aller rejoindre les personnes vulnérables. Dans des démarches de réussite éducative aussi, ils sont retournés dans la littérature pour dire, OK, tu sais, c'est quoi le profil vraiment des gens à risque de décrochage scolaire? Ce n'est pas que celui qui a l'air un peu, tu sais, comme de faire la fête. Là. Il y a différents profils, les gens aussi qui sont hyper stimulés intellectuellement, s'ils ne le sont pas, ils peuvent être à risque. Donc, ça a été de retourner dans la littérature, de refaire des profils, de donner ça aux écoles. Donc, tu sais, la capacité qui s'est mobilisée, ce qu'on a observé, qu'on sait, mais qui n'est pas bon encore 100% robuste, mais c'est là où les relations de confiance étaient présentes, là où il y avait une capacité de se revirer de bord puis de prendre les choses à bras-le-corps collectivement, ça s'est bien passé. Là où c'est plus déstructuré, où il y a de la méfiance, c'est difficile de l'attraper. Donc, je pense que pour la durabilité, on a des éléments de réponse dans ces choses-là. Merci beaucoup, Sophie. On a pris quelques minutes de plus pour le panel. Donc, merci beaucoup. C'était une discussion très stimulante, très enrichissante. Il nous reste peut-être une petite dizaine de minutes justement pour répondre aux questions des participants et participantes. Et justement, j'ai une question de la part de Élise Troussignan du CRC qui demande en fait, malgré la rigidité des programmes de soutien à l'innovation, comme tu l'as mentionné justement, Sophie, comment est-ce qu'on peut arriver à faire travailler le personnel hautement qualifié des disciplines sociales avec le personnel des disciplines plus nature et technologie? Et donc, ici, on fait référence à nos fonds de recherche FRQNT, FRQSC. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire travailler le personnel hautement qualifié entre les disciplines sociales et les disciplines nature et technologie? Alors, c'est une excellente question. Il y a des éléments de réponse. Tu sais, c'est sûr que nous, on travaille beaucoup dans des collectivités ou des territoires. Quand on parle de nouvelles technologies, souvent, tu sais, si on parle du bois ou tout ça, j'imagine c'est bon, tu sais, au Québec et à l'international. Donc, si le défi ou l'enjeu auquel on s'adresse n'est pas territorial, bien là, à ce moment-là, c'est d'avoir des personnes sociales, mais tu sais, qui peuvent être à différentes échelles. Donc, tu sais, généralement, c'est par le processus qu'on va réussir à
à faire travailler puis croiser des savoirs. Quand on parle de recherche en partenariat ou tout ça, tu sais, souvent, c'est d'aplanir les rapports de force, de travailler au niveau du langage, de permettre des espaces de participation. Tu sais. Des fois, les gens sont même pas... tu sais, des fois, dans les universités, c'est même difficile de se dégager pour aller collaborer. Donc, je trouve que du côté de la pensée design, là, design thinking, il y a beaucoup d'éléments de réponse, tu sais, sur aussi la participation des usagers dès le départ dans des processus d'innovation. Fait que c'est pas une solution parfaite, là, mais je pense que clairement, il y a des éléments de réponse là. Comment vous voyez ça, Pierre, Marie-Pierre et Hélène, la pensée design, la participation, d'ouvrir justement des espaces de collaboration comme ça? Moi, je fais quand même beaucoup d'interdisciplinarité. Évidemment, le bâtiment, ça interpelle des questions de droit, ça interpelle des questions d'architecture. Je parlais tout à l'heure de la question du confort, mais il y a aussi des éléments associés à la santé. Donc, j'ai beaucoup de collaboration et je dirais, les mécanismes existent quand même, surtout au niveau du CRSNG, le Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie, où on nous permet 30 de travaux planifiés hors sciences naturelles et génie. Maintenant, la plus grande difficulté pour moi, ce sont les silos existants, les silos disciplinaires. Souvent, bon, les gens veulent mettre au centre de la réflexion leur discipline, alors que pour moi, il faut mettre la finalité au centre de la discussion. Alors, si on veut une réponse sur une dimension qui touche les systèmes de régime d'appel d'offres du Québec, bien, c'est une question de droit, ce n'est pas une question de sciences naturelles et génie. Alors, il faut établir les liens en fonction de la réponse finale recherchée. Et ce n'est pas facile parce que je fais toujours la blague et je vais la faire ici, même s'il y a peut-être des gens qui écoutent qui n'aimeront pas, mais un prof d'université, c'est comme une abeille après un pot de sucre. Quand il y a du cash, là, ça colle après ça. C'est terrible. C'est terrible. Alors, et c'est souvent parce que quand même, ça demande un niveau d'effort non négligeable pour réussir à aller chercher des fonds de recherche. Puis, lorsqu'on nous fait miroiter qu'il y aurait des fonds disponibles, souvent, on est un petit peu gourmand et on essaie de se les approprier. Mais si on garde la finalité de la réponse recherchée en tête, bien, pour moi, on réussit à faire un amalgame intéressant, à avoir des comités de thèse où on a des gens de droit, de management, de matériaux, du secteur de la construction. Et là, on a des discussions très, très enrichissantes là, sur un problème interdisciplinaire. Je partage tes propos, Pierre, puis je trouve ça intéressant. Le sujet là, des oui, entre autres. Mais je pense que la question d'Élise, que je salue au passage, est intéressante. Dans le portefeuille de projets que l'on a, oui, il y a différentes disciplines qui vont être amenées à travailler dans différents projets, ça c'est important, mais comme le disait Pierre, de mettre au cœur la finalité recherchée, et ça suppose aussi qu'on va avoir l'utilisateur final derrière, à la fin, qui, lui, va être aussi mis à contribution. T'sais, on ne peut pas juste développer un projet comme ça, out of the blue, si on ne répond pas, à mon avis, à un pain, hein, comme on dit dans le milieu des affaires, à un besoin réel. Et je pense que l'apport du consommateur ou de l'utilisateur final est très important à prendre en considération. Et ça va amener à interpeller différentes disciplines, différents éléments là, pour y arriver. Merci. On a une autre question qui est de la part de Émilie Nollet. Est-ce que vous avez vu une création d'entreprises innovantes dont la mise sur pied est une conséquence de la pandémie? Si oui, est-ce que celles-ci ont été soutenues par des grandes entreprises qui n'ont pas nécessairement la même capacité à être agiles qu'elles? Donc, on imagine des petites entreprises innovantes. Et qui sont les porteurs de projets les plus agiles et assidus dans l'écosystème de l'innovation durable? Donc, plusieurs questions, mais je pense qu'on peut peut-être commencer par, est-ce que vous avez vu des créations d'entreprises innovantes qui ont été des conséquences de la pandémie?
A priori, de mon côté, là, et mon écosystème me pardonnera, j'en ai pas en tête. Toutefois, plusieurs entreprises ont été amenées à développer des nouvelles lignes de produits. Une entreprise dont je tairai le nom a permis d'utiliser son matériau avancé comme agent dans des produits désinfectants, par exemple. Une autre entreprise a été amenée à développer davantage, développer des revêtements antimicrobiens. Alors, c'est des choses qui n'étaient peut-être pas là au départ, mais pour répondre à un besoin criant rapidement, et c'est souvent la force de la PME qui répond peut-être à un autre élément, de se retourner sur un DICEN, comme on dit, puis d'être capable de rapidement de shifter sa ligne de production vers autre chose. Hélène, je pense que tu peux peut-être aussi répondre. Oui, j'avais exactement la même réponse que Marie-Pierre. Il y a des entreprises déjà existantes qui ont vu des opportunités pour développer des nouveaux produits qui vont répondre aux besoins causés par le COVID. Aussi, dans le milieu aérospatial, ils ont développé des ventilators pour répondre à ce besoin. Et nous, par exemple, on développe des masques, puis on n'a jamais eu cette opportunité avant. Aussi, on travaille sur les lingettes désinfectants, puis des sacs aussi qui sont jetables, puis qui sont aussi antimicrobiens. Alors, on voit des opportunités et on voit des opportunités aussi à travailler avec des petites entreprises qui peuvent, on peut développer un produit ensemble avec ces petites entreprises qui voient ça comme une opportunité pour développer un produit. Merci beaucoup. Si vous le permettez, si tout le monde a encore peut-être quelques minutes de plus, parce qu'on approche de 11 heures, on aurait une dernière question, donc justement de mon patron, Mohamed Chéri, qui est le DG du CIROD. Donc, comme on est interpellé par les cibles des objectifs de développement durable, donc les fameux ODD des Nations Unies dans le cadre de l'Agenda 2030, comment est-ce que vous pensez répondre à ces objectifs de développement durable-là et comment vous pensez pouvoir peut-être les quantifier même? Bon, je vais me lancer. C'est sûr que pour moi, les objectifs de développement durable dans mon secteur, c'est beaucoup quelque chose qui va être, où la force motrice, en fait, ça va être beaucoup les gens qui font la conception, donc les architectes. Donc, il y a énormément de travail qui se font sur de la vulgarisation de la communication auprès de ces gens-là. Parce qu'ultimement, ce sont les spécificateurs et ceux qui vont nous permettre, par exemple, d'intégrer des matériaux dans un bâtiment, des matériaux qu'on sait avoir un impact moindre. Maintenant, comment on peut qualifier ça? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis souvent, on a 2 projets actuellement en cours où on travaille plutôt à l'échelle très, très macroscopique. Donc, on a un étudiant qui regarde l'impact d'une augmentation de l'intensité de l'utilisation des matériaux biosourcés en construction, l'impact que ça peut avoir du côté de la forêt, donc pour s'assurer qu'on ne déplace pas un problème en essayant d'en solutionner un. Puis, on a un autre étudiant qui travaille sur vraiment le potentiel, la quantification à l'échelle de la province de Québec. C'est notre frontière géographique. Puis on cherche à démontrer qu'une intensification d'utilisation de matériaux biosourcés peut avoir vraiment un impact dans les atteintes des cibles du gouvernement du Québec, bon, qui sont partiellement alignées avec celles avec les objectifs du développement durable. Donc, c'est encore une fois un peu un mélange de vision stratégique avec des actions qui sont plus ciblées, beaucoup plus techniques ou appliquées.
De notre côté, je dirais juste simplement, dans les projets, par exemple, qu'on choisit de financer sur la base de la qualité scientifique, des retombées économiques, les projets du programme Innovare dont je parlais tout à l'heure, pour eux, un des indicateurs, dans le fond, ça va être les GES évités, la quantité qui sera évitée au bout de 5-10 ans. Donc, c'est ce genre d'indicateur-là, mais ça s'ajoute un peu à ce que Pierre disait. Nous, ce qu'on voit, tu sais, ça fait un bout qu'on vit avec Think Global, Act Local, là, mais tu sais, il y a comme des enjeux qui sont globaux, mondiaux, pour lesquels ça prend des réponses, tu sais, de cette échelle-là, mais il y a beaucoup le retour au local, tu sais, puis on en parle souvent, mais après ça, quelles sont les marges de manœuvre réelles, tu sais, aux différentes échelles? Fait que je sais pas comment le quantifier, là, mais la réhabilitation puis l'espace de pouvoir des communautés locales, dans le fait d'être capable de mailler toutes ces opportunités-là qui arrivent d'un peu partout, puis d'offrir des réponses résilientes, cohérentes, efficaces et dans la durée. Pour l'instant, c'est un pari qui n'est pas gagné. Comment je ferais ça? Appel à tous. C'est une grande question, autant dans la recherche que dans la pratique. Hélène, est-ce que vous voudriez peut-être dire un petit mot de la fin en répondant à cette question? Non, j'ai rien à ajouter sur cette question. Aucun problème. Comme il est maintenant 11h02, merci beaucoup tout le monde d'avoir resté quelques minutes de plus pour permettre de répondre à une dernière question. Donc, j'aimerais vraiment, réellement vous remercier tout le monde, particulièrement les gens du Serment avec qui on co-organise ce webinaire. J'aimerais vous remercier tous les panélistes qui ont généreusement accepté de participer. Donc, Pierre, Marie-Pierre, Sophie, Hélène, merci infiniment. Je voudrais remercier aussi tous les participants et participantes qui ont décidé de prioriser ce moment-là ce matin. J'aimerais ça aussi vous rappeler qu'on a le sommet de l'innovation durable les 14 et 15 octobre. Vous allez commencer à recevoir des communications à ce sujet-là. On vous suggère aussi de vous abonner à l'infolettre du CIROD à ce sujet. Aussi, on va vous envoyer un petit sondage à la fin du webinaire pour avoir une appréciation globale de l'événement. Donc, merci infiniment à tout le monde. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, vous pouvez aussi nous les envoyer par courriel et on va tenter d'y répondre par la suite. Donc, merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.